Brigitte Macron contre Candace Owens, l'influenceuse journaliste américaine, suite à une plainte de 220 pages déposée par le couple Macron. Je précise tout de suite, avant de vous donner la parole, Xavier Poussard, parce que je voudrais que, pour les personnes qui se disent « Ah, ça y est, elle revient sur ce sujet, Brigitte Macron, est-ce que c'est un homme? C'est pas sérieux, moi j'écoute pas ce genre de choses. » Non, pas du tout, parce qu'il s'agit ici d'une plainte portée par le président de la République. Et d'ailleurs, visiblement, dans la plainte elle-même, il n'est pas tout à fait précisé si Emmanuel Macron a agi en qualité de président de la République ou de citoyen français, même si, quand on lit le chapitre de sa présentation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pages dans ce dossier de plainte, il nous laisserait à penser qu'il agit en qualité de président. Donc ça nous concerne tous. Voilà. Arrêtons-nous là-dessus 2 secondes. La plainte de 220 pages donc, a été déposée pour le 23 juillet 2025 devant la Cour supérieure de l'État du Delaware. Et donc, l'audience devait avoir lieu il y a 2 jours. C'est ça, Xavier Poussard ? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours cette plainte qui a été déposée à l'été 2025 dans le Delaware par Emmanuel et Brigitte Macron contre Candace Owens au sujet de ses contenus sur Brigitte Macron, avec un enjeu, puisque aux États-Unis, il y a le principe de first source. Or, la first source, c'est mon livre qui, lui, n'est pas poursuivi pour diffamation. Donc, pour que ce soit recevable, il a fallu bidouiller et élargir tous les propos tenus par Candace Owens qui ne relevaient pas du livre, et de bidouiller l'histoire de la first source en expliquant que la first source de Candace Owens avait été Natacha Ray et Amandine Roy, qui, elles, sont aussi poursuivies pour diffamation et qui, pour l'instant, ont obtenu une relaxe en appel en attendant d'aller en cour de cassation. Donc c'est un document de 219 pages assez brouillon. Quand on connaît un peu les Macron, qu'on les a traités au corps à corps, on n'est pas tellement étonné. C'est ce que les Ukrainiens ont fini par appeler du macronage, c'est-à-dire c'est de l'embrouille. Et donc ce procès devait connaître sa première phase, qui est l'examen d'une requête en nullité de Candace Owens le 22 juin. Qui était déjà un report, puisqu'à l'origine c'était prévu pour le 28 avril, et là les avocats de Candace Owens ont encore obtenu un report au 27 juillet. Donc ce sera au cœur de l'été, avec à chaque fois la partie américaine qui reporte l'examen de cette requête en nullité, et sur un dossier, alors c'est toujours pareil, c'est comme sur tous les événements, si on prend le début de l'affaire, en tout cas sur son volet américain, avec les contenus de Candace Owens, on comprend rien. C'est-à-dire que le début de l'affaire, c'est au moins la perquisition du FBI à Mar-a-Lago à l'été 2022, où le FBI va saisir un certain nombre de dossiers classifiés qu'a conservé Donald Trump à son premier départ de la Maison Blanche. Et Donald Trump va autoriser le FBI, puisque c'est la procédure, à publier non pas les dossiers, mais la liste des documents saisis. Or, dans cette liste de documents saisis, donc il y a un certain nombre de dossiers classifié qu'a embarqué Donald Trump en quittant la Maison Blanche, dont un seul qui est nominatif. Alors là, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un dossier sur Vladimir Poutine, un dossier sur Xi Jinping, un dossier sur le chancelier allemand, etc., ou sur le président indien. Non, c'est le seul dossier nominatif, ou sur un adversaire démocrate, c'est sur Emmanuel Macron, et c'est un dossier qui porte la motion présidente of France. Ensuite, donc on comprend à ce moment-là que les autorités américaines, le gouvernement américain détient des informations personnelles classifiées sur Emmanuel Macron qui pourraient éventuellement être un levier de chantage. Donc, dans ce cas, on comprend que, en fait, Donald Trump est maître des horloges. Et si on revient avant cet épisode, on se rappelle de l'affaire de la vente d'Alstom et à General Electric, qui se fait contre tout bon sens économique et qui dépouille la France en partie de son indépendance et de son autonomie
énergétique et stratégique. Donc, faut bien décaler la focale. C'est comme sur la guerre en Ukraine. Si on commence en février 2022, on comprend rien. Il y a 2014, et puis il y a le démembrement de l'URSS, etc. Donc on arrive à ce stade où on voit que Candace Owens s'est rendu en Russie, et en Russie, tout le monde lui a parlé de l'affaire. Il lui a pas tellement parlé des autres dossiers, il lui a parlé de l'affaire, et donc elle a été amenée à réagir sur Russia Today, et sur Russia Today, on comprend en substance, et elle le dit assez clairement, qu'il lui a été demandé de ne plus aborder le dossier, et on voit depuis environ 3-4 mois, de façon très nette, que Donald Trump a repris le dossier en main, faisant comme il le fait souvent et comme il l'a fait au cours des derniers mois au sujet d'Israël, soufflant le chaud et le froid avec des ficelles qui sont un peu grosses, puisqu'il a dit que Brigitte Macron était bien une femme et qu'elle est d'ailleurs beaucoup plus belle que Candace Owens, qui sont des propos qui laissent songeur, a reçu Brigitte Macron à la Maison Blanche à un sommet sur l'éducation des jeunes, et puis on a eu dernièrement des séquences assez parlante à l'occasion du G7, notamment la poignée de main en sortant de l'hélicoptère, qui était assez spectaculaire, et puis une autre séquence lors de la photo des dirigeants sur laquelle était d'ailleurs Brigitte Macron, ce qui ne soulève aucun commentaire en France, pendant que toute la Terre nous regarde étonnés. Mais enfin, ça, les Français sont toujours lâchés par la pusillanimité de leur bourgeoisie, donc la Terre entière a suivi Becoming Brigitte, tous les dirigeants, moi j'ai des retours d'Inde, de Chine, de Russie, de partout, sans même parler des États-Unis qu'on vient d'évoquer. Mais au niveau de la bourgeoisie française, ça bouge pas, ce qui donne l'impression qu'en fait, il n'y a pas d'affaire. Alors qu'en fait, il y a une affaire qui est suivie, effectivement, par le monde entier. Donc, voilà ce qu'on observe. On observe que les Américains temporisent, et on observe que, essentiellement, Donald Trump semble avoir repris la main sur le dossier. Alors, plusieurs choses même dans ce que vous avez déjà dit. Donald Trump semble avoir repris la main. Quand vous dites ça, on peut entendre en filigrane qu'en fait, il organise un peu les influenceurs, et que donc il serait toujours, malgré les différentes, on a pu le voir, certains disent chicanes, mais brouille qu'on peut voir à l'image en tout cas, et par tweet interposé, etc., entre Donald Trump, Tucker Carlson, Candace Owens. Vous considérez que derrière il y a autre chose, il y a peut-être que c'est du show, que derrière ça il y a l'organisation d'une communication. Ça, c'est un premier sujet sur lequel il faut qu'on aille. Ensuite, vous dites donc c'est Donald Trump qui a repris la main et qui a reporté, qui temporise, et qui aujourd'hui donc a fait cette demande de report. Alors pourquoi chercher à faire cette demande de report? En quoi c'est intéressant dans la lignée de ce que vous disiez? C'est plus intéressant pour les Américains, pour Donald Trump, de temporiser en ce moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? Alors là, je suis absolument pas dans le secret des dieux. Cela dit, ce qu'on observe, moi je vais être très très clair. C'est-à-dire que si dans n'importe quel pays du monde, vous créez une chaîne YouTube pour expliquer que votre dirigeant est agi par les intérêts israéliens, et qu'il est soumis à Israël et aux intérêts sionistes, bon, au mieux vous avez un contrôle fiscal, au pire vous êtes incarcéré. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, que ce soit Tucker Carlson, Nick Fuentes, etc., enfin tous sont reçus, qui dans le bureau ovale, qui à Mar-a-Lago, etc. Donc tout ça donne l'impression, en fait, d'un Donald Trump qui, c'est ce que j'appelle le Trumpisme informationnel, mais en fait il fait ça depuis 50 ans, qui souffle le chaud et le froid sans se mouiller. On l'a vu à travers l'exemple israélien, où lui, il a dosé en fait beaucoup cette guerre en Iran qui était très dangereuse. Des lignes rouges n'ont pas été franchies. On voit bien qu'Israël a poussé dans cette direction-là, et en même temps, on a tout un réseau d'influenceurs qui a été chargé de faire une sorte de hasbara inversé, à travers notamment Tucker Carlson, à travers Candace Owens et d'autres. Et on a
ça produit un effet puisqu'on a une inversion complète de l'opinion publique américaine au sujet du sionisme et d'Israël, puisque traditionnellement, le soutien à Israël était acquis dans l'opinion publique américaine. Alors là, on a sur un an une inversion complète, ce qui permet effectivement à Trump de pouvoir avancer sur son agenda, qui est un agenda, vous évoquiez les chicanes en référence à Alexis Cossette. Sur ce point-là, il faut être très très clair. Il y a un document qui est publié sur le site de la Maison-Blanche en décembre 2025 qui s'appelle la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Il faut le lire. Et il a été, alors, soit vous lisez l'anglais, soit vous le passez dans une IA, sinon vous le trouvez en français sur le site de Gilles Gressani, Le Grand Continent. Et d'ailleurs, donc c'est un site mondialiste, et eux, dans le chapeau, ils remarquent qu'il n'y a pas une seule fois le mot Taïwan. Et donc, qui sont désignés comme adversaires de Donald Trump? C'est-à-dire que c'est l'Union européenne et l'idéologie de gauche occidentale qui la sous-tend, ainsi que l'OTAN. Donc, est annoncé un retrait de l'OTAN. Et donc, on comprend à travers ce document, comment dirais-je, que le projet de Donald Trump est assez similaire. En fait, c'est une liquidation de l'empire thalassocratique monde américain pour se recentrer sur un empire au sens strictement américain. D'où l'émergence de personnalités comme Najib Boukele, ce qui s'est produit dans le processus électoral ces derniers jours en Colombie. Donc, ce qu'on appelle tout simplement la doctrine Monroe dans un nouveau partage du monde, un nouveau Yalta, avec les Russes et les Chinois de façon assez claire, dans une sorte de régionalisation de la mondialisation, avec une neutralisation de l'ancienne hyperclasse issue de l'ancien ordre, qui est ce qu'on peut appeler l'hyperclasse Epstein. C'est pour ça que Giorgia Meloni comprend pas quand elle dit, on comprend pas. Giorgia Meloni dit oui, Donald Trump ferait mieux de s'attaquer aux ennemis de l'Occident. Mais il faut bien comprendre que ses ennemis, c'est pas les Russes et les Chinois. C'est son adversaire désigné, c'est l'Union européenne. Donc il faut simplement lire le document et changer de braquet. Et c'est pour ça qu'on comprend, si on comprend rien, si on comprend pas ça, puisque Donald Trump passe son temps à soi-disant attaquer ses alliés. C'est pour ça qu'il a maltraité la japonaise en lui parlant de Pearl Harbor. C'est pour ça qu'il a maltraité Friedrich Merz en lui disant le 6 juin 44, c'était un jour terrible pour vous. Et l'autre s'est liquéfié parce que c'est un Allemand complexé, donc il a regardé ses pompes du haut de son mètre 90. C'est pour ça qu'il maltraite Meloni, et sans parler évidemment de Macron, qui, lui, est programmé par les élites de l'ancien ordre pour être le dirigeant de l'Europe. D'où l'importance du dossier President of France, et d'où l'importance de l'affaire, et d'où l'importance de cette procédure américaine. Voilà, donc il faut bien comprendre le projet américain, et d'ailleurs sur l'épisode iranien, ça a quelles conséquences? Il faut, si vous voulez, vous avez le document sécurité, stratégie de sécurité nationale américaine publié en décembre 2025, et puis ensuite, vous avez les effets concrets. Et vous voyez que les effets concrets correspondent largement à ce qui est annoncé dans le document. Ensuite, vous avez des péripéties avec des conférences de presse un peu lunaires tous les jours, mais il faut pas s'attacher aux péripéties. Là, on voit bien qu'on a un retrait des États-Unis du Moyen-Orient, et que, grosso modo, les États-Unis ont abandonné Israël, retrait permis par le retournement de l'opinion publique américaine, avec cette importance des milieux chrétiens sionistes aux États-Unis, par le réseau d'influenceurs que Trump tantôt attaque, tantôt ménage, avec des attaques qui relèvent aussi de l'effet Streisand, parce que quand vous dites faut arrêter de suivre Candace Owens, Alex Jones, et Tucker Carlson, et Megyn Kelly, bah vous donnez la liste de ceux qu'il faut suivre. Vous voyez, c'est des stratégies de communication assez basiques, et les ficelles sont assez grosses. Voilà, donc c'est tout ce contexte-là, et c'est dans tout ce contexte-là que s'inscrit l'affaire. C'est pour ça que ceux qui parlent de l'habitat Brigitte, ont rien compris, quoi. C'est comme parler de l'habitat Epstein. C'est être au mieux bête, au pire malhonnête, de façon très nette. Oui, merci beaucoup Xavier Poussard pour déjà toutes ces informations. En effet, je pense que vraiment on n'a pas fini de décortiquer le mode de fonctionnement de Donald Trump et de ses influenceurs, on peut dire ça comme ça, qui sont là peut-être aussi pour jouer une stratégie de communication. On sait que c'est le pays du show et du film hollywoodien, et évidemment que chacun a en fait
une partie à jouer, une communication, une sensibilité, une communauté particulière à toucher. Et ça, c'est assez facile à définir déjà quand on voit les personnalités de chacun, Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Joe Rogan, etc. Donc, en effet, très intéressant. Il faudra qu'on suive cette information. Je vais me tourner vers Régis, qui est très silencieux depuis le début de cette intervention. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Donc, je respecte la parole. C'est le débat contradictoire. Si vous n'en se refait pas, on ne se refait pas. Bon, alors, trois petites observations. Première observation, je rebondis sur ce que vous avez dit au début, Clémence, sur le fait, pourquoi est-ce qu'on parle de cette affaire? C'est effectivement très important parce que cette affaire est une affaire d'État. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un des hommes de main de Macron qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, qui nous a dit c'est une affaire d'État, c'est un complot international, etc. Il est complot lui aussi, il faut prévenir Rudi Reichstadt. Deuxième aspect, cette procédure, mais c'est inouï quand même, c'est inouï. On a le couple présidentiel qui lance une procédure de diffamation. Alors certes, les règles juridiques là-bas sont différentes de chez nous, on l'a exposé à plusieurs reprises, mais quand même, on a une personne qui se prétend diffamer, et c'est son mari qui vient l'accompagner, il le prend par la main et il fait une procédure. Oui. Il y a un principe absolu du droit qui dit, en France en particulier, en France, nul ne plaide par procureur. Imaginez-vous, ma chère Clémence, que votre époux soit diffamé, il va effectivement se plaindre devant les tribunaux, puis vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez, vous êtes dans la procédure également, mais c'est n'importe quoi. Donc, le fait d'impliquer le président de la République, et comme le dit très bien Xavier, on ne sait pas est-ce qualité de quoi, est-ce qualité de mari, est-ce qualité de citoyen français, est-ce qualité de président de la République, c'est effectivement eux qui, dans l'instrumentalisation qu'ils ont voulu faire de cette affaire, qui les met en difficulté, parce que le livre de Xavier, sa première partie est absolument passionnante dans la mesure où, je dis pas que la deuxième l'est pas, mais la première l'est dans la mesure où il décortique le coup d'État de 2017, et vous savez que cette expression m'est très chère. Bon, donc voilà, c'est une affaire d'État extrêmement importante. Alors, Xavier fait un bilan de ce qui s'est produit dans la mise en œuvre de la stratégie trumpiste. Bien. Et effectivement, ce résultat, il est difficilement contestable. Israël est dans une situation catastrophique, et personnellement, c'est ma conviction. Je ne suis pas en train de faire une prophétie autoréalisatrice, mais je pense que l'histoire d'Israël est terminée. Que bientôt cette structure étatique particulière va historiquement disparaître. Bien. Donc ensuite il y a l'affrontement avec l'Europe, il y a la entre guillemets reconquête de l'Amérique latine qui est incontestable. Ce qui vient de se passer en Colombie, c'est un candidat trumpiste, non pas trumpiste, pro-Trump, qui a gagné contre un candidat de gauche, Gustavo Petro, en Colombie. Il y a eu d'autres événements dans l'Amérique latine. Il y a une bataille pour la doctrine Monroe. La nouvelle de 2.0. Bien. Donc, mais là où moi je divergerai de Xavier, c'est de savoir si ce bilan, qui est celui-là, tout à fait incontestable, est le fruit d'une stratégie délicate mise en œuvre et voulu dès le départ par Donald Trump, ou bien si c'est le fruit des circonstances. Et Donald Trump, avec cette capacité de caméléon, il dit tout et le contraire de tout d'un jour à l'autre, avec truc social, etc. Est-ce que c'est pas... Parce que le déclenchement de la guerre d'Iran, du point de vue des États-Unis, c'est une catastrophe. Le message envoyé au monde, c'est on est mauvais, on est en déclin, on n'est pas loin du crash, si disent certains. Ce sont les Américains souvent qui le disent. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment la mise en œuvre d'une stratégie brillante voulue, ou bien si c'est le fruit des circonstances, des contradictions, et en particulier, et Xavier a totalement raison de rappeler ce document de 30 pages, je crois qu'on en avait parlé sur Toxin, qui a été publié et qui définit la nouvelle stratégie de sécurité
sécurité que ça s'appelle comme ça. Et par conséquent, la Chine et la Russie ne sont pas les ennemis. Ça veut pas dire qu'on va pas les emmerder, hein. Ça veut pas dire qu'on va pas continuer un certain nombre de choses, qu'on va pas être dans l'affrontement économique avec la Chine, mais pour autant, on veut recomposer sous sa direction le monde occidental. Moi, je pense que ça, et c'est toujours très présent dans l'orientation de cette administration. Bien, est-ce que tout ce qui s'est produit pour arriver à cette catastrophe sur Israël, par exemple, le retournement de l'opinion publique américaine, mais c'est énorme, Oui, c'est c'est énorme. absolument énorme, et ça, et c'est en train d'embrayer dans l'Occident, parce que quand Jill Evans vient dire les Israéliens, vous allez arrêter, qui sont en train d'essayer de saboter le processus de paix au Moyen-Orient, lorsqu'il vient leur dire le monde entier vous déteste. Oui. Et on est vos seuls alliés. Exactement. Alors vous allez vous arrêter. Non, mais attendez, vous imaginez ça il y a un an? Non. Non, mais il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. On a un extrait de Tucker Carlson qui est assez, je peux vous le passer, pendant le G7, qui est assez fort sur le sujet. On a, je le disais, tous ces influenceurs. Là, en ce moment, on a véritablement un renversement. Tiens, passons Tucker Carlson. It's appropriate that we release the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. We sent Israel a copy of the agreement. Oh, you sent them a copy, did you? You BCC'd them? We just reached the outline of a peace agreement with the country we are fighting with Israel without consulting Israel, bitch. That's exactly what that means. Shh, adults are talking. At one point, he said, you know, I just think it's just too... On va s'arrêter là, mais vous avez entendu la fameuse insulte. C'est des choses. En gros, il reprend un extrait de Donald Trump qui dit qu'il a envoyé une copie à Israël pendant l'accord du G7 et lui dit ah oui, vous lui avez envoyé une copie, vraiment, vous les avez mis en copie cachée alors qu'on vient juste d'arrêter les grandes lignes d'un accord de paix, etc. Et vous envoyez à Israël, et il dit le fameux bitch. Donc c'est quand même c'est quand même des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Et moi, en ce moment, je suis très, très étonnée par ce qui se passe aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que ceux qui ne suivent pas les réseaux ou les informations américaines suivent ça depuis chez nous. Mais il y a véritablement un retournement en ce moment de l'état d'esprit américain concernant leur allié israélien, ça c'est certain. Je vais tout à fait dans votre sens, Régis. C'était juste pour illustrer. Hein. Oh, alors, et ce retournement est permis par ce réseau d'influenceurs de façon très simple. C'est-à-dire que Tucker Carlson dit ça, et à côté de ça, il est tous les 4 matins dans le bureau ovale. Donc, mais ça, c'est sûr, depuis attendez, oui, non, mais c'est, encore dernièrement, parce que... Suivez l'activité. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas à l'Élysée, souvent. Vous voyez, je suis rarement dans le bureau d'Emmanuel Macron, si vous voulez. Donc voilà. Donc de la question de la stratégie que posait Régis, c'est que la question que se posent tous les observateurs, puisqu'en fait la question quand on est un observateur, c'est la question de la prospective, puisqu'après vous avez des acteurs économiques, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. La question de l'enjeu pour Donald Trump, en fait, c'est de maquiller une défaite qui est la défaite de l'empire thalassocratique américain en victoire, en se recentrant donc sur cette doctrine Monroe. Mais il y a beaucoup de précédents historiques. Chez nous, on a quelqu'un qui a fait ça de façon merveilleuse, c'est-à-dire qu'on se fait passer dessus par les Allemands en 40, par les Américains en 44, et à la fin, on est à la table des vainqueurs. Ça s'appelle De Gaulle. Donc il le fait une fois. La deuxième fois, on perd l'Indochine, on perd l'Algérie. De Gaulle, 5e République, on transforme encore une défaite en victoire. En Turquie, un exemple très connu, c'est-à-dire que la Turquie perd l'Empire ottoman, c'est-à-dire que la Turquie n'est plus rien, quoi. Elle perd son empire, qui était un empire méditerranéen et un empire monde et un empire spirituel, et arrive Atatürk, qui est considéré comme un des plus grands personnages de l'histoire turque. Et donc, c'est ça ce que doit faire Trump. Alors ensuite, de savoir si c'est calculé, c'est la question de la nature du Trumpisme. Oui. Qu'est-ce que disent les gens qui soutiennent ce qu'on appelle Q, c'est-à-dire ce qui est popularisé en France par Alexis Cossette ou par Stanislas Berton. C'est-à-dire que Trump, en fait, est chargé par des parties importantes de l'État profond, essentiellement au Pentagone et dans le renseignement, d'incarner ce virage et de négocier avec les Russes et les Chinois pour un nouveau partage du monde et de liquider l'hyperclasse Epstein. Bon, ça c'est quelque chose de rationnel. C'est quelque chose de rationnel. La différence, si vous voulez, quand Poutine arrive au pouvoir en Russie, c'est le KGB qui reprend la main
après les errements des années Helsinki. Mais si vous voulez, vous êtes sur une population russe qui a été formée en URSS. Donc, ok, c'est pas des super entrepreneurs libéraux, c'est pas des Alain Madelin, mais enfin, c'est des adultes. Alors que le peuple américain, je suis désolé de le dire, mais c'est des enfants de 12 ans. Et donc, faut leur raconter des histoires de super-héros. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tous que Musk a un look de super-héros, que Trump a un look de super-héros. Et on invente ce truc Q, qui est une marque auquel peut s'identifier le public américain. Et c'est pas fait pour nous. C'est fait pour le public américain dont l'univers mental est un film de super-héros. Oui, Xavier Poussard, je dirais Q, pour moi, c'est la revanche des petits blancs moyens américains qui ont été oubliés dans les derniers récits américains. Moi, j'ai lu en effet le livre de Stanislas Berton, la traduction là. On a vraiment l'impression que ça vise ces gens-là qui sont aujourd'hui souvent qui n'ont plus de boulot, pour qui la vie est difficile et qui passent leur temps sur les réseaux. C'est aussi un vecteur d'espoir pour ce qu'ils appellent les anons, c'est-à-dire les gens qui sur Internet. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais travaillé sur Epstein sur la première phase de diffusion des documents en 2019, j'avais travaillé justement pour voir des sources, etc., sur le forum 8chan, sur lequel la nébuleuse Q agissait, et j'étais surpris du niveau d'information. Alors c'était un peu anarchique, mais il y avait des choses qu'on pouvait recouper. Enfin, c'était pas inintéressant. Donc, faut pas balayer ça. Surtout que les comptes officiels du gouvernement américain font des références appuyées à Q, ainsi que l'envoyé spécial de Vladimir Poutine auprès des États-Unis, Kirill Dmitriev. Donc tout ça existe. Mais après, quand on prend les choses d'un point de vue rationnel, il y a un document de stratégie de sécurité nationale, il y a les faits, il y a une stratégie, et ce que fait Donald Trump n'est pas autre chose que ce qu'a fait De Gaulle ou ce qu'a fait Atatürk en Turquie. Et une fois qu'on a compris ça, tout devient... Alors ensuite, il y a les péripéties. Alors ça veut pas dire il y a un plan et il va réussir. Il y a un plan, et puis ensuite il y a les événements. L'histoire, c'est comme ça qu'elle se construit. Voilà, donc simplement. Et il est clair que la chute de l'Union européenne est à l'agenda de façon très claire. D'ailleurs, on voit le soutien appuyé. Comment expliquer le soutien appuyé à Musk à l'AfD, et en même temps l'AfD qui est reçue avec tous les honneurs au forum de Saint-Pétersbourg? Ça veut dire quoi? L'AfD, vous êtes avec les Américains, vous êtes avec les Russes? Ça paraît contradictoire si on n'a pas la grille de lecture que je viens d'exposer. Voilà. Et clairement, au niveau de la France, on voit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, puisque Bannon a dit à Bardella qu'il ferait absolument jamais rien, puisque Bardella avait refusé, puisque Bannon avait été accusé, enfin, il avait levé le bras, donc accusé de faire un salut nazi, et Bardella avait dit, puisque c'est comme ça, je participe pas. Et les Américains ont dit clairement, et Bannon l'a redit sur France 2. Cette partie de l'entretien revient sur des sujets qui mêlent justice, communication politique et rapports de force internationaux. Les échanges entre Savio Poussard et Régis de Castello portent notamment sur l'affaire opposant Emmanuel Macron et Brigitte Macron à Candace Owen, mais aussi la manière dont certains événements judiciaires peuvent être interpellés dans un contexte géopolitique plus large. La discussion soulève une question importante. Dans quelle mesure les affaires médiatiques et judiciaires deviennent-elles des éléments de communication politique? Les interventions analysent la plainte déposée par le couple Macron et s'interrogent sur sa portée, sa stratégie et son impact dans l'opinion publique. Comme dans beaucoup d'affaires impliquant des personnalités publiques, il est essentiel de distinguer les faits établis, les analyses des différents acteurs et les interprétations qui peuvent varier. L'entretien abordait également le rôle des États-Unis et l'évolution des relations internationales. Les invités évoquent notamment les changements possibles dans la politique américaine, les tensions au sein du monde occidental et les conséquences potentielles pour l'Europe. Ces questions montrent à quel point les équilibres géopolitiques peuvent influencer les décisions politiques et nationales. Un autre thème majeur concerne l'évolution de l'opinion publique américaine sur certains sujets internationaux. Les intervenants mettent en avant l'influence grandissante des médias alternatifs et des personnalités numériques
dans la construction des débats publics. Cette transformation du paysage médiatique pose une question centrale. Qui influence réellement les grands récits politiques aujourd'hui? Enfin, cette séquence présente une analyse critique de la position de la France et de son rôle dans un monde en recomposition. Elle invite à réfléchir aux changements d'alliance, aux stratégies des grandes puissances et aux défis auxquels les dirigeants européens doivent faire face. Une discussion qui mérite d'être regardée avec esprit critique en confrontant les différentes sources et les différents points de vue pour mieux comprendre les enjeux actuels.